Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, la marche à pied. Bah oui, certains vont au travail en marchant et on va en parler justement parce qu'il peut y avoir des bonus. On en parlera dans quelques instants avec Tanguy de la Ville-Georges. Il est cofondateur de WeWorld, récompensé parce qu'on marche beaucoup. On fera le point avec lui. Smart Philo, on va parler du télétravail et de l'engagement. Oui, de l'engagement avec Pierre Delbé. Il est docteur en philosophie, il est le directeur d'IFAE. Et puis le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Nadim Ben Lalaom. Il est le nouveau président depuis janvier de Diversity Days. À quoi sert cette structure, cette association? On parlera de la tech, on parlera de la diversité, on parlera aussi de l'égalité des chances à travers son propre parcours d'ailleurs. On le découvrira dans notre émission. Fenêtre sur l'emploi, un ou plusieurs âges de départ à la retraite. Le sujet n'a jamais été autant dans l'actualité et vous le savez, et on va en parler dans la chronique de Laurent Pietraszewski, ancien ministre, justement en charge des retraites. Il nous fait quelques propositions concrètes à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Marcher à pied, est-ce que ça vous arrive? Oui, sûrement. Certains prennent le vélo, d'autres tout simplement bien leur basket pour aller au travail. Et ça peut être un élément bonus pour vous. Et on en parle tout de suite avec Tanguy de la Ville-Georges. Bonjour Tanguy. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, cofondateur de WeWorld. WeWorld. Les Wards. Eh bien oui, c'est une plateforme, une des plus... C'est une application. Une des plus téléchargées en France, c'est ça? Oui, tout à fait. En un mot, l'application WeWorld, c'est quoi? Alors, c'est une application qui récompense ses utilisateurs pour la marche. Donc, vous installez l'application sur votre téléphone, elle va compter votre nombre de pas et en fonction du nombre de pas que vous avez fait dans la journée, on va vous attribuer un certain nombre de points. Et avec ces points, soit vous pouvez bénéficier de cadeaux dans l'application ou alors demander un virement bancaire sur votre compte ou encore donner à des associations. Mais c'est génial. Alors, il y a l'OMS qui recommande les 10 000 pas, si je ne m'abuse. Ouais. On a tous un smartphone, en tout cas pour Apple, qui nous indique chaque jour le nombre de pas, qui nous dit c'est bien, tu fais des efforts. C'est un peu le même esprit. Mais l'idée quand même fondamentale, comment vous est venue cette idée? Vous vous êtes dit... encourageons les salariés à marcher, c'est ça l'idée de base? L'idée, elle est même plus globale, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde de plus en plus sédentaire, qui s'est accru même avec le télétravail, où les gens marchent de moins en moins. Et donc on a eu l'idée, on a voulu remettre les gens à la marche. Il y a beaucoup d'applications qui sont développées dans le secteur du sport, mais nous, on essaye de toucher tout le monde. Et donc, la marche est accessible à tous. Et donc, on veut faire marcher tout le monde grâce à notre application. Alors, quand vous vous présentez, qu'on comprenne bien quand même le modèle, c'est-à-dire que c'est une application, on la télécharge, voilà. On voit combien on a fait de pas. J'imagine que c'était de la manière dont... Mais alors, il faut aller voir des DRH quand même. Il faut que le DRH quand même abonde tout ça, parce que c'est pas vous qui offrez aux salariés le bonus. Alors, si l'application est disponible pour tout le monde, j'entends bien. Vous pouvez l'installer sans être salarié d'une entreprise. Non, mais après, pour toucher le bonus. Et alors après, on a mis en place autre chose, donc l'indemnité kilométrique marche, qui est quelque chose qu'on a créé, qu'on a mis en place chez WeWorld, donc simplement pour nos salariés aujourd'hui. Et donc cette indemnité kilométrique marche, elle a pour objectif d'indemniser, en plus de ce qu'ils gagnent grâce à l'application, nos salariés tous les mois en fonction du nombre de pas qu'ils ont fait moyen dans le mois. Donc ça veut dire que vous avez un relevé de vos salariés, là en l'occurrence on parle des collaborateurs de WeWorld, voilà. Et ils vous disent j'ai fait quoi? C'est quoi la moyenne de vos collaborateurs là, en nombre de pas? Alors en moyenne on est autour de 7000 pas. En kilomètres ça fait quoi? Parce qu'on a toujours du mal à évaluer. Ça fait 5 km. D'accord, par jour? Oui, c'est ça, par jour. Par jour. Donc ils font un aller-retour pour aller chez eux et aller au travail, globalement. Voilà, exactement. Et aller chercher leur petit frichti. Ouais. C'est ça. Et là, quand ils font ces 6000 pas, donc ces 5 km, ouais. En surplus de pouvoir d'achat, c'est quoi? Alors, on propose une indemnité de 5 € pour 6000 pas moyens dans le mois. Et après, donc c'est graduel. Donc plus vous allez marcher, plus on va vous donner d'indemnité. Donc si vous faites 10 000 pas en moyenne, on va vous donner 10 € à la fin du mois. 15 000 pas, 15 €. Avec au global sur l'année, une indemnité de 180 € si vous êtes un bon marcheur. D'accord, c'est ça. On achève bien les shows de McCoy. Plus on danse, voilà, plus on gagne exactement. le concours, quoi. Puis à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. La suite, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de santé publique. On voit bien évidemment l'enjeu de QVT, l'idée de pousser les salariés à aller marcher, mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Oui, tout à fait. La marche, on l'a aussi bien reconnu, c'est bon pour la santé mentale, physique. Donc, c'est un bel attribut pour les salariés de marcher plus. Et donc, l'État, même pour l'écologie, a mis en place l'indemnité kilométrique vélo. On voudrait
demain que l'indemnité kilométrique marche, soit mis en place, c'est-à-dire que ça permettrait de défiscaliser ces indemnités. Pour vous, on donne à salarié et l'entreprise. du coup donner encore plus aux salariés. Donc aujourd'hui c'est 5 euros, peut-être que demain si c'est défiscalisé, on pourra donner 10 euros à nos salariés, donc les motiver encore plus à Oui, aller parce au que travail à pied. il y a le remboursement sur indemnité kilométrique, ça c'est pour ceux qui utilisent leur voiture. On a un chiffre quand même, alors évidemment vous avez de la marge encore, Ouais. 75% des actifs français utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Bon, évidemment, puis on a vu tout à l'heure cette petite animation, 150 à 300 minutes d'activité physique, d'endurance, d'intensité modérée par semaine. Ça, c'est les recommandations de l'OMS. Alors, il faut manger 5 fruits et légumes et évidemment faire 150 à 300 minutes, ce qui fait 4 heures à peu près, un peu plus de 4 heures. Vous le faites, vous réussissez à le faire, vous, en tant que chef d'entreprise? Alors, j'essaye. Chef d'entreprise? J'essaye de marcher le plus possible. En fait, j'ai découvert aussi la marche avec WeWard au fur et à mesure du temps. Et les bienfaits, c'est-à-dire que ça m'arrive souvent de m'arrêter 1 ou 2 arrêts de métro avant, de finir en marchant, ou alors de venir à une réunion en marchant, d'aller à des réunions en marchant. Je fais même des réunions au travail qu'on fait en marchant. Donc voilà, la marche, enfin, on se sent vraiment bien avec la marche. On aime dire que c'est la vitesse naturelle de l'homme, c'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, et encore plus à l'heure actuelle avec les grèves, vous êtes sûr d'arriver à la bonne heure et Oui, puis il y a quelques disposé, écrivains, prêt à travailler. qui ont évoqué le rapport méditatif de la marche. C'est-à-dire qu'on réfléchit mieux, selon vous, quand on marche? On réfléchit mieux et puis on est plus libéré, on a l'esprit plus libéré, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur son téléphone, on n'est pas bloqué dans le métro, on n'est pas gêné par les autres, on n'est pas agacé, on est vraiment libre, on est juste là pour regarder le paysage, la ville. Vous avez moins de 30 ans, vous êtes un jeune chef d'entreprise, vous avez une entreprise qui marche très bien. C'est quoi la suite de vos projets? Parce que là, il y a la marche. Est-ce que vous dites, après tout, dans la mobilité, il y a aussi le vélo, il y a aussi les mobilités douces, ou est-ce que vous êtes focus sur la marche et rien que sur la marche? Alors on est focus sur la marche et rien que sur la marche. Notre ambition, c'est vraiment de mettre la marche au cœur du quotidien de toutes les personnes et partout dans le monde. Donc voilà, on veut rester sur la marche, on veut rester accessible à tous. Le vélo, ça nécessite un apport matériel, ça nécessite une certaine capacité à faire du vélo. La marche, c'est vraiment accessible à tous, peu importe son niveau de marche. C'est-à-dire que tout le monde une personne plus âgée, tout le monde si elle respire, marche tout le monde un petit peu plus, C'est vrai. exactement. Donc voilà, on reste vraiment focus sur la marche et on veut se développer à l'international de plus en plus. Donc on ouvre les États-Unis en ce moment, on va ouvrir le Japon. Vous avez un message à faire passer aux élus politiques parce qu'il y a eu une loi d'orientation de mobilité. Là, on a parlé des trottinettes, des mobilités douces que j'évoquais. Ils ont entendu le mot marche, ou est-ce que vous avez des difficultés à faire comprendre aussi à ceux qui votent la loi que la marche, c'est aussi un élément très important? Ouais, on essaye de leur parler, c'est difficile, c'est long, mais on discute avec beaucoup d'entités politiques. La marche a un vrai atout, ils le savent, et l'idée maintenant c'est de le mettre en place. Donc c'est comment trouver une solution pour mesurer correctement la marche et donner une indemnité. Donc c'est ce sur quoi on réfléchit actuellement. Vous avez des collaboratrices, collaborateurs qui ont la double paire de chaussures, c'est-à-dire que les mocassins, les stilettos dans le sac et la paire de baskets. Ils arrivent avec les baskets. C'est ça? Non, parce qu'ils peuvent marcher avec leurs chaussures de ville. On n'est pas sur du sport, donc il n'y a pas forcément besoin de baskets. Donc on est bien d'accord que c'est une marche lente, tout à fait relâchée, détendue, voilà, qui fait qu'on fait tourner le compteur et que grâce à cela, en bout de chaîne, on peut avoir 5 euros, 6 euros de plus? Oui, sur le mois. Mais bon, les bénéfices, ils sont vraiment plus sur la santé. On le voit bien même avec WeWard où on récompense les gens pour la marche. En fait, le bénéfice, à la fin, il est pour l'utilisateur parce qu'il va être bien dans ses baskets, tout simplement. C'est vrai. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite. C'est vrai que ça marche quand même plus pour l'urbain que pour celui qui bosse à 20 km de chez lui. On est d'accord, c'est plus compliqué. Ouais, mais après, il peut s'arrêter un peu plus tôt et finir en marchant. Ça, c'est votre méthode. Et on a ça, compris. limiter la voiture. Arrêtez-vous 2 km plus tôt, posez votre voiture et terminez le chemin à pied pour arriver très relâché sur votre lieu de travail. Merci de nous avoir rendu visite, Tanguy de la Ville-Georges, cofondateur de WeWard. Cette application, une des plus téléchargées en France, si je ne m'abuse, qui va vous permettre de voir le nombre de pas que vous faites et puis d'être rémunéré, évidemment, avec les indemnités kilométriques si vous avez le plaisir d'aller un jour travailler chez WeWard. Merci de nous avoir rendu visite, Tanguy. On tourne une page, on fait de la philo parce que la marche, finalement, doit aussi provoquer et proposer finalement une marche méditative et philosophique. Et c'est notre rubrique Smart Philo et c'est tout de suite.
Smart Philo. On parle beaucoup de l'engagement, on parle aussi de philanthropie des salariés, mais télétravail et engagement, est-ce qu'ils font bon ménage? Est-ce que lorsqu'on est loin, chez soi, on a toujours le même désir de s'engager? Et on en parle justement avec Pierre Delbé. Bonjour Pierre, docteur en philosophie, directeur d'IFAE, et votre dernier livre, rappelez-moi le titre. Aristote. 10 clés pour repenser le management. Exactement, les 10 clés. Et d'ailleurs, vous allez encore utiliser Aristote. Oui, j'aime bien Aristote. C'est votre philosophe, Aristote. Un petit peu. D'abord, commençons par le fondement de l'engagement, avant ensuite de nous intéresser aux liens peut-être un peu distendus lorsqu'on est en télétravail. C'est quoi le fondement de l'engagement ? Alors, dans l'engagement, il y a 2 choses qui sont importantes. Vous avez une participation active de celui qui est engagé. Et il y a également quelque chose qui est de l'ordre d'une déclaration. C'est-à-dire que l'engagé fait au fond une espèce de promesse. Il dit « Je te promets à toi qui es mon responsable de faire ce que tu me demandes. » Et je vais donc... Voilà, il y a une mise en scène, il y a une déclaration. Déclaration plus participation égale engagement. Ça veut dire que l'engagement est fort lorsqu'il y a, j'allais dire, une proximité, un lien physique et le regard de l'autre. Oui, parce qu'en fait, dans l'engagement, il y a 3 acteurs. Il y a celui qui s'engage, il y a celui vis-à-vis de qui je m'engage, et puis il y a les autres. Et les autres, si vous voulez, c'est des gens avec qui je m'engage ou des gens qui assistent, qui sont les témoins de mon engagement. Donc, l'engagement, il y a un contrat moral qui s'installe. Absolument. Au-delà du contrat juridique. Oui, il y a un contrat, effectivement, qui est explicite par le contrat juridique. Mais implicite. Mais implicite. Et c'est ça, effectivement, le fondement de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justice, d'une dette. C'est-à-dire, effectivement, je suis salarié et je vais donc m'engager parce que c'est une façon de répondre justement à un besoin de l'entreprise. Donc, abordons la problématique d'un engagement moral en l'occurrence, puisqu'il est toujours juridique, il ne change pas, dans le cadre d'une relation de télétravail. Est-ce qu'il y a un risque de distendre ce contrat moral ? Oui, je crois que ça vaut vraiment la peine de s'interroger, parce que le télétravail devient de plus en plus utilisé, et le télétravail, c'est une communication, il y a une plateforme de communication. Il faut bien voir une chose, en général, dans la plateforme de communication, on dit, eh bien voilà, il y a à la fois l'aspect visuel et l'aspect auditif. Ce sont les 2 sens qui sont, je dirais, sollicités à travers Mais c'est là que vous faites appel à Aristote. Mais oui, parce que moi j'aime beaucoup Aristote, parce que Aristote réfléchit effectivement sur le fait que dans la communication, tout commence par la sensation. Or, la sensation que l'on a à travers la plateforme de communication est une sensation, même au niveau visuel et auditif, qui est en réalité limitée. Limitée par quoi au niveau visuel? Par la caméra qui se braque vers moi et qui donne, je dirais, une vision à partir de l'écran, et également au niveau auditif par le micro, qui est un micro directionnel et qui va ensuite transférer ma voix à travers des haut-parleurs. Donc on n'a pas la même intensité, la même densité de relation lorsqu'on est à distance. Pour une raison toute simple, c'est que maintenant nous sommes dans une relation directe, vous et moi, et donc nous sommes dans la même bulle, nous sommes dans le même endroit, nous partageons une sensation. Et nous créons ce lien. Exactement, nous partageons une sensation commune. Et donc il y a un collectif, ou en tout cas un interpersonnel fort qui se crée justement dans ce qu'on appelle le présentiel. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin on comprend très bien ce que ça veut dire. Et qui n'existe pas évidemment devant la caméra. Exactement, on est dans 2 bulles différentes, et donc c'est beaucoup plus difficile de créer une communication globale et de créer du commun. Or, il faut bien voir, il y a un lien continu justement dans l'engagement entre précisément cette sensation, cette communication, et qui va aller vers un engagement. Pierre, c'est une question évidemment difficile, voire impossible à répondre, mais est-ce qu'on peut mesurer ce délitement de l'engagement? Est-ce que vous dites finalement le fameux contrat moral du début, il est moins présent parce qu'il n'y a pas cette interaction d'être à être? Alors, moi je crois, si vous voulez, que c'est plus difficile dans le télétravail de créer du commun, de créer de l'engagement. C'est plus difficile, il ne faut pas le nier. C'est plus difficile que dans un vrai relationnel interpersonnel. Alors comment on fait? Parce qu'il y a peut-être des mesures, parce que c'est un peu le casse-tête de... Il faut que j'apprenne à gérer des réunions en visio, parce que voilà. ça, on le voit alors, beaucoup. Pas que en visio.
Je pense qu'il y a des moments où il faut se retrouver en vrai. Évidemment. Je crois que ça, c'est une première chose à dire. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une réflexion à développer, justement, pour créer des signes visibles, justement, qui vont créer cette confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces signes visibles? Ça veut dire simplement qu'il faut, ce que j'appellerais, il faut installer la relation, n'est-ce pas? On passe pas directement, quand on est en visio, on passe pas directement au sujet. Je crois qu'il y a un espace d'interpersonnel où l'on installe la relation. Pierre, comme dans la vie, hein. Et comme dans la vie. Sauf que dans la vie, ça se fait naturellement. Sauf que vous dites qu'il faut systématiser l'idée d'avoir un petit temps de chauffe, d'échange. Exactement. Hors réunion pour quoi? Pour commencer à se connecter par le son de la voix? Par le son de la voix, par le bonjour, comment allez-vous, par le sourire, par des signes visibles qui fait que l'on s'intéresse à la personne ou aux personnes. Lorsque l'on est devant un public nombreux, notamment via le télé, la visio, voilà, ou la visio, eh bien, on est capable de décrire les personnes qui sont devant nous. Vous voyez ce que je veux dire? Incarner, humaniser. Incarner, pour faire. Voilà. Je crois que toute cette mise en scène est très importante pour créer précisément de la confiance et pas être simplement dans le formel de la relation. Donc ça, c'est une réflexion qui traverse les managers et ceux qui organisent la vie oui, exactement. Du télétravail. Parce que pour qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait confiance. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait une bonne communication. Et c'est plus difficile vis-à-vis du télétravail. C'est ça ce qu'il faut toujours comprendre. Merci Pierre Delbé d'être venu nous rendre visite sur ce sujet essentiel, parce que c'est un sujet du quotidien des managers, la manière dont ils maintiennent l'engagement et ce contrat moral au-delà du contrat juridique avec leurs collaborateurs. Docteur en philosophie, directeur d'IFAE. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et c'est le cercle RH évidemment juste après cette pause, et on va accueillir le nouveau président de Diversides. Alors l'association vient régulièrement sur notre plateau, c'est favoriser l'inclusion dans les métiers de la tech. On va faire le point avec ce nouveau président, Nadim Ben Lalaoum. Il est président de Diversides. Il a été élu en janvier dernier. Il va nous faire partager aussi son parcours, son histoire et son combat. Et on l'accueille juste après la pause. Le cercle RH et un grand entretien pour découvrir le nouveau président de Diversides. Alors, on va vous expliquer évidemment l'objet de cette association, son combat d'ailleurs pour être précis. Nouveau président qu'on accueille, Nadim Ben Lalaoum. Merci d'être avec nous, nommé président en janvier dernier. Tout à fait. Merci d'être là d'abord parce que Diversides vient régulièrement sur notre plateau s'exprimer sur ses engagements sur l'égalité des chances. D'abord, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous parce que vous êtes président bénévole, oui. L'un des premiers bénévoles, me semble-t-il, de Diversides, puis vous avez gravi les marches pour devenir président. Un parcours assez intéressant parce que vous êtes l'incarnation, vous, de l'école de la République, partie des quartiers périphériques, pour ensuite avoir des postes au Quai d'Orsay, au ministère de l'écologie, en passant par Sciences Po. Et j'ai lu en préparant l'émission qu'à l'époque, quand vous étiez à Sciences Po, grâce à cette formule qui permettait à des jeunes issus des quartiers de pouvoir aller à Sciences Po... Je dirais même un concours. Et en concours, c'est-à-dire que vous n'étiez pas choisi. Voilà, pas une formule magique. On est d'accord, voilà, on vous a dit, lui là, il pique la place des vrais mecs qui devraient aller à Sciences Po. Je trouve ça totalement dingue. Ouais, effectivement, je suis arrivé à Sciences Po en 2011, le concours de la Convention d'éducation prioritaire, donc ce concours qui permettait à des jeunes issus de quartiers populaires de rentrer à Sciences Po en étant évalués, et ça, ce qui est assez intéressant, c'est en étant évalués sur des critères différents, mais tout aussi sélectifs. Je suis quand même arrivé en première année avec effectivement des personnes dans ma classe qui me disaient, et c'était quand même une minorité, mais ils étaient encore là. Mais vous le disiez après, directement ? Ils me disaient directement, on était plusieurs à venir de convention d'éducation prioritaire, on était 4 dans ma classe, et ils me disaient, tu as volé ta place. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un fantasme, et c'est pour ça que je reprécise le contour de cette sélection. Le CEP, parce que en fait, il y a tout un fantasme où les personnes autour de nous pensaient qu'on avait été sélectionnés sur dossier, et donc du coup qu'on avait eu un avantage et qu'on n'avait pas dû passer ce grand concours à 10 000 candidats pour 1000 places. Mais finalement, moi, ma procédure de sélection, le taux d'admissibilité, le taux d'admission était de 8%. Donc il y a une sélection qui est tout aussi drastique, mais qui évalue sur des critères différents. L'égalité des chances, c'est quelque chose que vous portez en vous, et on va en parler à travers Diversides, à travers les initiatives Déclic numérique, parce que ensuite votre parcours professionnel, c'est dans le numérique, c'est vraiment dans des incubateurs, c'est de travailler autour de la tech. Exactement.
Qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes là qui sont de l'autre côté du périph', qui ont plein de talents et qui ont un mal fou finalement à trouver non pas que le sens à leur vie, mais de trouver simplement la bonne porte pour aller là où ils doivent aller. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire que moi, j'ai découvert le numérique un peu par hasard. Au départ, c'est pas des métiers en grandissant en quartier populaire, mais comme les jeunes qui grandissent en zone rurale, c'est pas des métiers qu'on vient nous présenter. Donc aujourd'hui, peut-être que ça a changé au niveau des conseillers d'orientation, mais au départ, on nous présentait pas le numérique ni comme une opportunité d'emploi, ni comme une opportunité d'emploi rémunérateur, ni comme une opportunité d'épanouissement personnel. Il y avait des peurs, hein, quand même. Il y avait des peurs. C'est un secteur qui a changé énormément de métiers. C'est un secteur qui a évolué très rapidement. Sauf que la manière dont le métier a évolué versus la manière dont on est allé le présenter, il y a eu une forme de dissension. C'est-à-dire peut-être que les conseillers d'orientation de l'époque, voire même Pôle emploi, à l'époque, n'avaient pas pris la mesure de la chose. Et c'est aussi pour ça, et c'est aussi notre rôle en tant qu'association, et c'est pour ça que d'ailleurs sur Déclic Numérique que vous mentionniez, on est partenaire avec Pôle emploi, parce que notre rôle d'association, c'est aussi de s'assurer qu'on puisse être au plus proche de bénéficiaires, donc au plus proche des publics qu'on connaît. Surtout que la plupart des personnes de l'association sont issues de ces publics, et c'est aussi mon cas. Donc, qui mieux que des premiers concernés pour savoir comment aborder la question du numérique. Donc, j'ai envie de leur dire à ces jeunes, il y a 80 000 emplois non pourvus. C'est un chiffre de 2019 de Pôle emploi par an dans le numérique. Donc, il y a des emplois. Des formations, il en existe. Il y a beaucoup de formations qui sont onéreuses. Nous, le principe avec Déclic Numérique, c'est justement de leur donner une première sensibilisation au métier et à certaines compétences pour ensuite les pousser vers des formations gratuites. Donc, il existe des formations gratuites. Et derrière, c'est énormément d'emplois qui bougent beaucoup. Donc la possibilité de s'épanouir, d'évoluer et des emplois rémunérateurs, parce que c'est aussi un critère. Nadim Bellalaom, c'est la question du faire savoir qui est important. C'est la question du faire savoir. Ça existe, mais ils ne le savent pas. Voilà, il y a la question du faire savoir, ça c'est la première étape, et il y a la question de l'accompagnement. Parce que si on se contente juste de les sensibiliser et de leur dire débrouillez-vous pour trouver la bonne porte, ou trouver la bonne formation, potentiellement ils vont se perdre dans toutes ces formations qui sont... Il y a énormément, c'est un business aujourd'hui la formation dans le numérique, donc il y a énormément de formations qui coûtent 10 000 € par an, qu'on se dise les choses. Donc nous, notre rôle c'est aussi de les aider à trouver les bonnes portes, les bons partenaires, et après derrière on doit aller convaincre les entreprises, et ça c'est un pan essentiel, convaincre les entreprises que des jeunes ou des moins jeunes en reconversion ou qui n'ont pas forcément des diplômes qu'on attend, peuvent rentrer dans ces entreprises et que ces entreprises les accueillent. Juste un mot parenthèse, parce qu'on est quand même dans un contexte évidemment tendu autour des retraites. Et vous l'avez noté, j'en suis sûr, dans les cortèges de jeunes qui ont pris le mouvement il y a une semaine, les premiers articles de presse indiquaient qu'il n'y avait pas de jeunes, et c'était d'ailleurs un début de polémique, pas de jeunes ici des quartiers. Voilà. J'ai trouvé que cette remarque était intéressante, on pouvait la lire de deux manières. Moi, je la regarde comme des jeunes des quartiers qui, finalement, sont plus tournés dans l'idée de créer leur boîte et trouver un sens à leur vie que d'aller descendre dans la rue manifester. Est-ce que c'est votre analyse ? Est-ce qu'ils se sentent moins concernés que ces jeunes, je dirais, des beaux quartiers ? Comment vous regardez ce sujet-là ? Alors, déjà, moi, je trouve que la notion, on l'utilise sans cesse, cette notion de jeunes des quartiers. Mais aujourd'hui, les quartiers, déjà, c'est un flou. C'est comme si je vous disais les gens. Les gens. Finalement, c'est ces espèces de masses floues qu'on continue d'utiliser. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de savoir, quand on se balade dans un cortège, si une personne vient d'un quartier populaire ou non ? Finalement, non. Aujourd'hui, les quartiers populaires, c'est aussi des quartiers qui sont très mixtes socialement. Vous entendez le regard que portaient les journalistes sur la couleur de peau, sur l'attitude. C'est ça dont il était question. J'entends ce regard, et en même temps, le point fondamental, c'est finalement, il faut avoir la possibilité de faire grève. Ça, c'est, je pense, le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sur des emplois plus précaires, moins protégés, qu'on n'est pas cadre, on a forcément... Moi, par exemple, si je vais faire grève aujourd'hui, j'ai aucun souci financièrement à avoir un congé sans solde d'une journée. Et après derrière, de ne pas perdre mon emploi. Sauf que potentiellement, c'est pas la même réalité. Ces jeunes issus des banlieues, puisqu'on a vu parfois la banlieue arriver sur Paris et manifester, et on les a entendus, ils n'étaient pas là. Ça dit quelque chose quand même. Oui, non, mais en fait, pour moi, la première chose que ça dit, c'est qu'on est dans un contexte économique de crise, où potentiellement, on est sur une crise où le marché de l'emploi est très compliqué, où on a une inflation qui est énorme, et donc potentiellement, la première priorité, c'est de vivre, effectivement. Et de se nourrir. Et de se nourrir, et donc, je peux comprendre que la question de la grève, et notamment
la retraite, qui est un sujet qui peut paraître lointain, notamment pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à se mobiliser dernièrement, mais c'est pas évident finalement quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément son premier emploi, de se dire je vais aller manifester sur la question des grèves. On peut le comprendre. Tournons-nous vers, au-delà de ce débat des retraites qui évidemment est au cœur de l'actualité. Il y a votre actualité, on l'évoquait, déclic numérique avec Pôle emploi, puis de beaux événements. Diversité, association nationale d'égalité des chances créée en 2017, elle fête ses 5 ans et vous en êtes le président. C'est quoi les actions clés que vous avez décidé de porter, vous le président? Quels sont les axes sur lesquels vous dites c'est vraiment là-dessus qu'on doit vraiment travailler? Oui. Alors pour rappel, Diversité, on accompagne 3 publics. Le premier public, c'est les entrepreneurs. Pourquoi les entrepreneurs? Aujourd'hui, on le voit bien. Si on regarde le classement du Next 40, donc c'est 40 startups les plus prolifiques, celles qui ont la possibilité de devenir des licornes, donc des super startups avec des gros financements, 1 milliard pour la licorne. Aujourd'hui, on le voit, il y a une femme qui est dirigeante dans ce Next 40, donc dans ce lot de 40 startups. Si on regarde les personnes issues de la diversité, est-ce qu'on voit des personnes en situation de handicap visibles? Pas forcément. Est-ce qu'on voit des personnes issues de quartiers prioritaires de la ville? Pas forcément. Est-ce qu'on voit des personnes issues de diverses ethnicités, on va dire, diverses origines? Non plus. Et un des problèmes qu'on voit, notamment dans les personnes qu'on a accompagnées, via notre programme, le Leadership Programme, c'est que même les talents qu'on a accompagnés, qui ont des startups, qui ont réussi à intégrer l'écosystème, notamment à Station F, cette Silicon Valley à la française, aujourd'hui on voit qu'ils ont quand même des difficultés à lever des fonds. C'est-à-dire qu'on a... J'ai un exemple très concret. Il y a des a priori, il y a des regards, il y a des... Je pense qu'il y a un besoin de formation des VC et aujourd'hui des personnes qui financent parce qu'il y a des potentiels objets de discrimination qui sont difficiles à flécher ou à prouver. À prouver, bien sûr. Mais en tout cas, moi, la réalité, c'est que j'ai parlé à un des entrepreneurs qu'on a accompagné avec l'association. Il donnait une formation pour notre nouveau programme du Leadership Programme à Saint-Ouen et il nous disait que sa start-up, qui était dans la formation et l'éducation pour les jeunes à apprendre l'anglais via la réalité virtuelle, était profitable, avait un chiffre d'affaires, avait des bénéfices dès la première année. Il était classé dans les meilleures applications de l'Apple Store. Il a mis 4 ans à lever des fonds. À côté, on a des... Attendez, juste pour rester un instant là-dessus, c'est-à-dire que cette personne issue de l'immigration est allée évidemment faire son pitch devant des gens qui étaient censés lui donner de l'argent et il n'a pas réussi à lever. Qu'est-ce qu'il en a tiré? Il a eu le sentiment qu'il avait été discriminé, qu'il n'avait pas trouvé il n'avait pas les bons codes pour aller chercher l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas cette rencontre? Ouais, en fait, je vais pas forcément parler à sa place, mais en tout cas, dans la discussion qu'on a eue, moi, ce que j'ai compris, c'est que on avait des financeurs qui potentiellement ne l'évaluaient pas au même niveau que d'autres jeunes qui venaient de grandes écoles, qui arrivaient avec un prototype papier pour qu'on voit la différence, c'est-à-dire un concept qui n'est même pas sorti, qui n'a rien prouvé et qui arrivait à lever des fonds. Donc je pense alors que lui avait un chiffre d'affaires. Alors que lui avait un chiffre d'affaires avec 4 ans d'existence, mais il venait, il y avait une différence d'origine sociale. Il avait eu différents emplois à la débrouille. Il avait été éboueur, il avait été. Il n'avait pas les codes, il rentrait pas dans les codes. Et il avait commencé à rentrer dedans parce qu'en tout cas on l'avait aidé à intégrer cet écosystème. Et c'est quelqu'un qui est talentueux. Moi, ce que je veux dire sur le sujet des entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'entrepreneurs, notamment qui se lancent dans le numérique, qui sont talentueux, qui viennent de zones rurales, qui viennent de quartiers prioritaires de la ville, qui sont peut-être des seniors ou des personnes issues de la diversité, mais qui ont du mal à faire leur place. On était sur le premier volet, mais restons-y, parce qu'il y en a encore 2 autres dans vos publics et les personnes que vous accompagnez. Donc votre boulot, là, de président, c'est aussi en personne inspirante. D'ailleurs, j'ai lu, en préparant là, l'émission pour vous découvrir, que vous aviez manqué, vous aussi, de personnes inspirantes, que vous étiez un petit peu livré à vous-même. Et que c'est très important d'avoir des personnes inspirantes. C'est important aussi, ça. Je pense que c'est la clé. Je regardais dernièrement des vidéos, des interviews où on avait différents rôles modèles qui nous parlaient c'était Viola Davis, pour le coup, l'actrice noire américaine, qui nous disait que le rôle des rôles modèles, c'est de rendre tangibles nos rêves. Et ça m'a beaucoup parlé parce que finalement, on peut avoir des rêves, des fantasmes, on peut se créer sa propre vision de la réussite. Et moi, je pense que c'est aussi ce que j'ai dû faire comme chemin. Parce que j'avais des parents aucun de mes 2 parents n'avait le bac. Donc forcément, ils n'avaient pas forcément la connaissance du système éducatif qui les permettait de me pousser dans la bonne direction. Donc finalement, j'ai fait mes propres recherches. Mais tout ça, c'est très fictif. Quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'atelier Sciences Po de mon lycée, qu'on me l'a proposé dans le cadre des conventions d'éducation prioritaire, c'était encore un rêve très grand, qui était très grand
Ouais. est inaccessible pour moi. Genre inaccessible en tout cas. Et je continue de coacher et d'accompagner des lycéens et de lycéennes de quartiers prioritaires de la ville. Et une de mes lycéennes me disait, mais en fait, Sciences Po, ce n'est pas pour moi. Et on Clairement, est 20 ans après la création de la Convention d'éducation prioritaire. Donc on voit que les rôles modèles, c'est cette phrase, en fait, c'est de rendre tangibles des rêves pour des individus qui n'osent pas se projeter. Leur dire c'est possible. Leur dire c'est possible. Quand même l'Olympia. Parce que c'est intéressant aussi l'idée d'aller à l'Olympia, qui est quand même le temple de tous les artistes et du monde parisien, finalement, de la nuit parisienne. Diversity Days, et vous étiez là-bas. Oui. Ça aussi, c'est des symboles forts. C'est Pour dire à ces jeunes, regarde, on est à l'Olympia. Bien sûr, c'est des symboles forts, d'autant plus que derrière, il faut faire l'effort, et ça, il ne faut pas l'oublier, d'aller chercher ces jeunes pour qu'ils viennent à cet événement. Et ça, c'est un travail qu'on a fait. Moi, je me souviens, ça m'a beaucoup touché. Mes parents sont venus à l'événement. Ça fait 4 ans que je suis un peu plus de 4 ans que je suis dans l'association. Ils n'avaient jamais eu l'occasion de venir découvrir qu'est-ce qu'on faisait au sein de Diversity Days. C'est ça. Et ce que j'allais dire sur l'Olympia, c'est que ce qui est hyper important avec l'association, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que sur des questions qui sont très professionnelles, très liées à l'emploi, très liées à la candidature et à la formation, il faut aussi en faire un événement festif, un événement inspirant. Et un événement où, en fait, on en fait une fête de la diversité. Puisqu'aujourd'hui, la diversité, ça devrait être une fête au cœur de Paris. Et c'est un symbole, le cœur de Paris. Pour certains jeunes, Paris, c'est bien loin. Sûr. Et exactement, et moi je l'ai vécu cette barrière du périphérique, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces associations pour aller prendre la main des jeunes et pour leur dire dépassons, en fait il y a le symbole autour de la barrière du périph', il faut juste être accompagné, avoir les bonnes personnes, et je vois les photos qui passent, et effectivement l'Olympia c'est un défi qu'on s'était lancé. C'est la classe. En un temps record, et on veut aller encore plus loin. Un mot avant de nous quitter, même plusieurs, l'enjeu tech, vous l'avez évoqué, pas besoin d'être formé pour engager une formation. Très concrètement, Diversity Days est sur le terrain. Elle a des capteurs et vous êtes au contact. Est-ce que vous réussissez votre pari? Parce que j'ai vu que 2023, pour vous, c'était le défi tech pour faire flécher le maximum de personnes, parce qu'on cherche du monde. Bien sûr. Comment vous faites concrètement? Concrètement, sur la question des demandeurs d'emploi, aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'accompagnement. Pôle emploi leur fournit un accompagnement, nous, on a besoin d'un accompagnement complémentaire de terrain. Avec des clips numériques, on s'appuie sur le partenariat avec Pôle emploi pour inviter un maximum de demandeurs d'emploi à une première conférence inspirante, dont on a le secret, où on va justement leur présenter des rôles modèles, des personnes qui leur ressemblent et qui se sont reconverties dans les métiers du numérique avec succès. Et derrière, on va les accompagner, on va les sensibiliser aux métiers du numérique, on va leur apprendre des premières compétences, puis les diriger vers des formations. D'ailleurs, le prochain programme Déclic numérique est ouvert jusqu'au 3 avril. Je vous invite à vous y inscrire si vous vous sentez concerné par ce sujet. Vous êtes un demandeur d'emploi, une demandeuse d'emploi et vous posez des questions sur votre avenir. Potentiellement, le numérique, c'est quelque chose qui vous intrigue. On s'inscrit sur la plateforme Diversity Days. Alors, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, sur le site Diversity Days ou sur déclic-numérique.com. Et là, on enclenche ce que vous évoquez, c'est-à-dire un processus pas à pas, la conférence, et j'imagine ensuite qu'il y a une prise en charge, un accompagnement mené par vos équipes. C'est ça. En fait, pendant 2 semaines, vous avez l'occasion de découvrir les métiers du numérique. Vous pouvez choisir. En fait, c'est un format à la carte. Vous avez un certain nombre de sessions de formation en visioconférence. On peut goûter, quoi. Voilà. C'est complètement en digital et vous pouvez aller sur place. La plateforme, elle est très simple et surtout, nos équipes vous accompagnent pour s'assurer que vous n'ayez aucune difficulté. Est-ce que vous considérez, avant de nous quitter, que vous êtes devenu, vous, finalement, vous qui avez été un peu seul sur le chemin, vous êtes devenu, vous aussi, une personne inspirante? Parce que quelque part, il y a de ça chez vous, de dire je veux rendre aussi ce qu'on m'a donné ou ce qu'on m'a peut-être pas donné et je voudrais aussi pouvoir l'apporter aux autres. Alors je ne sais pas si je suis une personne inspirante, en tout cas effectivement c'est la réflexion que je me suis faite, je me suis dit j'ai besoin de rendre l'appareil. J'ai moi-même été accompagné par des dispositifs d'égalité des chances, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors autour de moi et Anthony d'ailleurs, le cofondateur de Diversity Days en a été un et en est toujours un aujourd'hui. Anthony Babkin. Il faut le saluer. Exactement, qui est un habitué de l'émission. Et pour moi, ça a été important de trouver ses mentors. Et à mon tour, je veux être un mentor et je le suis à travers différentes associations. Mais derrière aussi, le message que j'essaye de passer, c'est que c'est possible. C'est pas évident. N'évangélisons pas ou ne simplifions pas c'est un parcours semé d'embûches. C'est un parcours semé d'embûches, c'est un parcours qui est compliqué, mais c'est un parcours qui vaut le coup. Et nous, on essaye de vous en montrer les opportunités potentielles et de vous guider sur le bon chemin. Enfin, je retiens quand même qu'il y a un désir d'entrepreneuriat dans les quartiers. Ces jeunes veulent monter leur boîte, ils ont du talent. Et ils le font déjà, en fait. C'est-à-dire qu'on parle peu des micro-entrepreneurs, mais aujourd'hui, dans les quartiers, quand on regardait les chiffres, il y a énormément de micro-entrepreneurs. Et d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est la raison pour laquelle ils entreprennent.
c'est aussi un espace de liberté Clairement. pour eux qui leur permettent de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir de contraintes et de créer leur propre business. Et puis peut-être, pour conclure, d'échapper à certains regards. D'échapper à certains Bah regards, oui, effectivement. ils sont libres. Peut-être un chiffre clé pour terminer. Aujourd'hui, on a la moitié de la population qui a peur d'être discriminée au sein des entreprises. Et les discriminations, on parle souvent des quartiers populaires ou de la diversité ethnique, Non, il mais y a pas que le celle-ci. premier facteur de discrimination, ça peut être l'âge aujourd'hui. L'agisme ou le fait que l'on soit âgé, par exemple. Effectivement, et dans les écosystèmes tech, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que des startups vont pas forcément vouloir embaucher des personnes de 50 ans. Pourtant, aujourd'hui, il y a un enjeu de les embaucher. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Le nouveau président, vous êtes, Merci pour votre invitation. vous êtes à la tête de Diversity Days depuis 3 mois maintenant. Exactement. Et vous avez évidemment, on l'aura compris, beaucoup d'objectifs, beaucoup de dossiers, et notamment de pouvoir parler droit dans les yeux à ceux qui lèvent des fonds, enfin ceux qui délivrent des fonds. Merci Nadim Merci. Ben Lalaom, nouveau président de Diversity Day, un homme engagé et j'en suis sûr inspirant. On termine notre émission, on en a un petit peu parlé dans notre échange avec le débat sur les retraites évidemment, et c'est Fenêtre sur l'emploi et on accueille Laurent Pietraszewski, une chronique par mois et évidemment il nous parle de ce débat sur les retraites. Fenêtre sur l'emploi, jamais on a autant parlé de retraite, du mot retraite et de réforme des retraites. Et on va en reparler sur ce plateau avec Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. C'est votre chronique mensuelle. Alors évidemment, vous êtes ancien ministre et vous avez été en charge des retraites. Alors s'il y a bien quelqu'un sur ce plateau qui connaît ce sujet, c'est vous. Il y a quand même un petit paradoxe sur un âge de départ unique, puisqu'on nous a fixé 64 ans, ça tous les Français ont bien compris, avec autant de variété, de diversité de parcours professionnels, d'où la polémique d'ailleurs de si je travaille à 16 ans, si je travaille à 18, si je travaille à 20. Ça reste quand même un débat un peu complexe pour les Français, ça. Ça l'est. Regardons les choses tranquillement d'abord. On a un système, nous, qui fonctionne par répartition. C'est le système qui fait plutôt le pari, on va le dire quand même, de la solidarité plutôt que celui de l'individualisation. Pourtant, à l'intérieur de ce système, il y a de l'individualisation. Regardons toujours les choses tranquillement. Nous avons des régimes spécifiques qui permettent de partir plus tôt. Ce que vous avez cité, Arnaud Ardouin, c'est carrière longue qui peut-être maintenant, même à partir de 21 ans, permettrait de partir plus tôt. Nous avons, et c'est très bien comme ça, aussi un regard spécifique qui est porté sur les personnes en situation de handicap. On voit bien qu'en fait, dans ce régime, qui est un régime où on dit préférer la solidarité, et c'est le cas d'ailleurs dans la répartition, il y a déjà beaucoup d'individualisation. C'est ça. Capitalisation versus répartition. Répartition, c'est notre modèle, et puis le mot a été rejeté, lancé dans le débat. Répartition, capitalisation, il y a de la capitalisation, il n'y en a pas, on est d'accord. Alors aujourd'hui, on peut faire de la capitalisation soi-même, voilà, et les entreprises le proposent la plupart du temps en complément pour faire ce qu'on appelle une surcomplémentaire, puisque en France, il y a 2 régimes, le régime obligatoire et le régime complémentaire. Mais Arnaud, vous le savez, en fait, la complémentaire, elle est déjà obligatoire. Donc ça, c'est notre système par répartition. La capitalisation, est-ce qu'elle permet de mieux répondre à, sur le fond, la question qui est celle de l'individualisation? Un rapide coup d'œil sur ce qui se passe outre-Atlantique, on va dire globalement dans les pays anglo-saxons, nous fait répondre que oui. Mais très franchement, avec quel coût social, même quel coût sociétal, parce que sur le fond, la capitalisation, c'est aussi faciliter la rente de situation. Si vous avez un revenu relativement conséquent toute votre vie, vous faites une épargne conséquente, et si vous êtes parmi les plus modestes, eh bien vous aurez bien du mal à vous acquitter de cette épargne, et vous devrez faire confiance à ce moment-là au filet de sécurité sociale. Vous savez, c'est le minimum des minimums, et c'est en cela que nous avons, nous, fait un autre choix de société. Alors vous n'êtes pas Olivier Dussopt, mais le débat des 1 200 € qui n'a échappé à personne. C'est un débat qui a cristallisé les tensions. On n'y reviendra pas sur ce plateau, mais qui était effectivement une sorte de revenu minimal au départ pour tous. Puis il y a eu malentendu, évidemment, pour un nombre plus réduit d'administrés. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et ça c'est presque un rôle d'expert, là je me tourne vers vous comme un expert, envisager une mixité du modèle ?
Alors, la mixité, j'ai envie de dire, elle est déjà aujourd'hui en fonction de notre système par répartition. D'ailleurs, un petit coup d'œil, parce que de temps en temps, les tenants du système par répartition nous disent oui, la répartition, c'est uniquement les cotisations. Non, c'est pas vrai. En réalité, la répartition, c'est 80%. Si vous voulez, sur les 330 milliards annuels, Arnaud Ardouin, on en a 80% qui sont financés par les cotisations, donc qui sont immédiatement reversés sous forme de pension. L'argent, il ne reste pas. Et puis, il y a 20% qui est mis au pot par l'État, essentiellement par la CSG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'impôt contribue déjà à faire fonctionner notre système de retraite. 20%, 80%. Ouais. La question de la répartition, c'est sauver un modèle, et donc le modèle social. Vous aviez porté un autre modèle, cette retraite par points systémique. On est bien d'accord, là, encore une fois, pour rester dans votre rôle d'expert. On n'est pas dans ce modèle-là, dans la réforme proposée par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Non, on est sur une réforme qui, on va dire, je l'appelle comme ça, moi, classique, c'est-à-dire qui correspond au modèle de réforme qu'on connaît habituellement, qui, au regard d'un déséquilibre financier, d'une progression de l'espérance de vie, dit, bah écoutez, d'ailleurs c'est dans le préambule de toutes les lois, Arnaud Ardouin, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, lorsqu'on gagne 1 an d'espérance de vie, on en a 2 tiers pour l'activité, 1 tiers pour la retraite, et donc ce qui fait qu'on doit travailler un peu plus longtemps à chaque fois que l'espérance de vie progresse. Mais c'est très classique. Mais pour conclure cet échange passionnant, ça veut dire que là, il faut de nouveau se replonger dans une réforme plus profonde de notre système de retraite, où qu'à un cas, on peut tenir comme ça, avec, encore une fois, le rapport du corps. Il ne vous aura pas échappé que le corps avait lui aussi donné sa version, un peu différente de celle que portait le gouvernement. On faut tout réécrire, encore une fois ? Non, c'est un sujet de société. C'est vrai que les réformes des retraites, elles sont récurrentes, et je ne veux pas, prédire de choses difficiles ou compliquées, mais en fait, avec ce type de réforme classique, eh bien, on est condamné à revenir tous les 4, 5, 8, 10 ans sur ce sujet des retraites. L'intérêt de la réforme universelle, mais je ne veux pas faire de pub pour quelque chose qui a été abandonné. Bien sûr que j'y crois. Vous avez porté d'ailleurs. Voilà, j'y crois toujours. Parce que sur le fond, c'est un système qui s'auto-régulait, qui permettait de faire avancer les choses et qui faisait confiance aux individus, à chacun. C'est un peu votre question de départ. Est-ce qu'il y a de la place pour individualiser ? Dans un système, je choisis mon départ. C'est possible, il y a de la place. Il y a un âge où minimum où il faut évidemment continuer. Et puis après, je fais ce que je veux. Et après, je fais ce que je veux. Voilà. C'est ça, je crois, un projet qui fait confiance aux citoyens. Là, c'est vrai que les citoyens, ils sont enfermés entre 2 bornes, 62 ans et demain 64, l'âge d'ouverture des droits, et 67, ce qu'on appelle l'âge d'annulation de la décote. Ma foi, sans liberté. Ma foi, Arnaud Ardouin, on a encore, c'est vrai, sur ce sujet des retraites, beaucoup de travail, y compris de pédagogie et de simplification, parce que la principale difficulté aujourd'hui du gouvernement dans cette réforme-là, c'est tellement complexe le système actuel que de toute façon, il est toujours challengé sur un sujet qu'il n'aura pas réglé, qui ne sera pas juste. Évidemment. Merci Laurent Pietraszewski. Entre 2 bornes, je ne sais pas si vous avez fait un vilain jeu de mots, ancien ministre justement en charge des retraites, et vous avez évidemment une expertise, un regard que vous nous faites partager tous les mois sur ce sujet en particulier dans l'émission Smart Job. C'est un vrai plaisir. Merci Laurent Pietraszewski de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée, nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à Alice pour la réalisation, merci à Thibaut au son, et merci à l'équipe de programmation, évidemment, l'incontournable Nicolas Juchat et Laurelène. Merci à vous, merci pour vos messages, merci pour votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.